Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, chronique et reportage. Chaque jour, on choisit deux grands thèmes pour donner du sens à l'actualité et aux mutations de notre société. Et l'actu de ce 27 février, ce sont les partenaires sociaux qui planchent de nouveau sur la réforme des retraites. C'est le conclave souhaité par François Bayrou lors de sa déclaration de politique générale. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. La seule exigence fixée est que nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons et sur lequel presque tout le monde s'accorde. Ce serait une faute impardonnable contre notre pays. Hier, syndicats et patronats ont reçu du Premier ministre une lettre de cadrage plus précise, un défi plus difficile à relever, aussi éliminer le déficit du système des retraites dès 2030. On va voir dans une minute que ça coince déjà. Et puis dans la seconde partie de notre émission, en partenariat avec le quotidien La Croix, cette question: quelle est la place des religions dans notre société et auprès des politiques? Sont-elles consultées? Pèsent-elles forcément moins qu'il y a 20 ou 30 ans? Quels sont les combats communs des trois religions monothéistes? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos experts. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, on rejoint Jonathan Dupriez et Fabien Recker, avenue de Ségur, dans les locaux du Conseil d'orientation des retraites, où se tient donc ce premier round de négociation. Jonathan, première journée et premier clash. Oui Thomas, ça a pris tout le monde de court ici, tous les journalistes un peu sidérés, je vous le cache pas. Le syndicat Force Ouvrière a d'emblée claqué la porte des négociations. Michel Boga, qui représente Force Ouvrière autour de la table, eh bien il est monté dans la salle de réunion, même pas 10 minutes, et on l'a vu ressortir avec une lettre, et il nous a raconté ce qui s'était passé, et il est allé en haut, il leur a lu la lettre en leur disant que le compte n'y était pas et que son syndicat se retirerait si le seul but n'était que de maintenir l'équilibre financier du système et non pas de revenir sur le report de l'âge de départ à 64 ans. On l'écoute au micro de Fabien Recker et de Thomas Bonnel à la sortie. Pour nous, c'est terminé. Effectivement, nous ne participerons pas à cette mascarade où on veut nous faire dire qu'effectivement, la seule solution, c'est d'allonger la durée de travail pour les salariés dans ce pays. Tous les membres du gouvernement l'ont dit et répété depuis 15 jours. Il ne faut pas être dupe, il faut savoir lire entre les lignes de la lettre du Premier ministre. Alors justement, ce que n'a pas supporté Force Ouvrière, Jonathan, c'est cette lettre de mission envoyée hier par François Bayrou. Absolument, Thomas. François Bayrou, il disait vouloir laisser aux corps intermédiaires les coudées franches pour renégocier la réforme controversée de 2023, sans totem ni tabou. C'est ce qu'il disait à l'Assemblée nationale. Sauf qu'hier soir, dans cette lettre envoyée aux différents participants que vous venez d'évoquer, François Bayrou, il demande expressément aux dirigeants des organisations syndicales et patronales de rétablir l'équilibre financier de notre système de retraite à horizon 2030. Pour EFO, c'était un carcan qui tuait dans l'œuf ces 3 mois de concertation. À l'inverse, et là encore sans surprise, le patronat a vu d'un très bon œil cette exigence de cadrage budgétaire de Matignon. C'est du bon sens, nous dit le MEDEF. Écoutez ce que disait en tout cas Diane de Perrois à la sortie. Je pense que de retrouver l'équilibre économique en 2030, c'est quelque chose de très important. Donc il faut qu'on y arrive. Donc il va falloir être vigilant sur ce travail-là, et donc nous serons pleinement vigilants. Voilà, début de négociation incertaine, Thomas, chacun avance ses pions, même si cette lettre du Premier ministre ajoute, c'est évident, un peu de tension. Reste à savoir si d'autres organisations syndicales pourraient être tentées peut-être de suivre la voie d'EFO et de claquer la porte des négociations. En tout cas, EFO nous l'assure. En ces termes, ils ne reviendront pas autour de la table des négociations. Est-ce qu'ils jugent être un plan pour sauver la tête de François Bayrou ?
Merci beaucoup Jonathan, on vous retrouve tout à l'heure pour faire un point sur le contenu des discussions qui ont continué. J'espère que l'avenue de Ségur se sera rapprochée de Paris, qu'il y aura un petit peu moins de délai entre mes questions et vos interventions. À tout à l'heure. Jonathan, faut-il vraiment rouvrir ce dossier des retraites? On en débat avec Laure Salvin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice générale de Verian. Jean-Marie Pernaut, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Chercheur en sciences politiques associé à l'Institut de recherche économique et sociale et au Centre d'histoire sociale. Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Richard, correspondant France-Europe pour le média suisse Blick. Et je rappelle le titre du livre que vous avez écrit avec François d'Alençon, Le bal des illusions, consacré à notre bon pays. C'est chez Grasset. Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Et bienvenue. Est-ce que Laure Salvin, le Premier ministre, a en partie plombé son conclave avant même qu'il n'ait commencé avec cette lettre de mission peut-être plus stricte que ce que les partenaires sociaux attendaient? En tout cas, effectivement, il a voulu cadrer le débat pour pas que le débat parte dans tous les sens, sachant qu'effectivement, il y a 3 mois, c'est à la fois long et en même temps pas si long que ça, qu'il y a déjà eu des négociations, des débats l'année dernière, fin 2023. Donc effectivement, quand même, pas mal de choses ont déjà été mises sur la table. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il ne met pas forcément en confiance un certain nombre de partenaires sociaux qui peuvent se dire, on pensait effectivement être libre et pouvoir avancer différentes choses. Et là, il angle vraiment le débat sur la question financière. Donc, c'est à la fois une façon aussi de dramatiser l'enjeu, je pense. C'est-à-dire de dire, en fait, on ne peut pas ne pas voir effectivement ce qui va se passer dans quelques années, et aussi peut-être insister sur des arguments de solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire, voilà, on ne va pas laisser à nos enfants et nos petits-enfants une dette que nous connaissons déjà et dont on est pleinement conscient. Moi, j'ai quand même été surpris par l'attitude de Force ouvrière, Jean-Marie Pernaut, claquer la porte aussi vite. Il y a quand même là une opportunité. Alors, on peut effectivement reconnaître que les règles du jeu ont un peu changé, mais il y a quand même une opportunité de négociation qu'ils ne saisissent pas. La question, c'était de savoir quel était le syndicat qui partira le premier. Bon, là, c'est vrai que la réponse est venue très tôt. Je crois qu'en réalité, au niveau des syndicats, il y en a... Enfin, j'ai un peu regardé leur presse, leur communiqué, etc. Il n'y en a pas un qui croit que cette affaire ira au bout de manière positive. Ah, on écoutera la CFTC tout à l'heure, qui dit pas exactement ça. Mais bon. On est dans le domaine de l'espérance. Oui, c'est ça. C'est assez logique. Il ne faut pas trahir ses sources, mais bon, je crois qu'il y a et puis il y a aussi une part d'affichage d'optimisme, parce que quand on va pour une fois qu'on demande... c'est ça, pour une fois qu'on laisse la main aux partenaires sociaux. Effectivement, tout le monde joue le jeu, mais dans des conditions qui sont quand même mouvantes. D'un jour à l'autre, ça change. Le Premier ministre dit sans totem ni tabou. 2 jours après, c'est oui, mais il n'est pas question de toucher à ce qui a quand même animé l'actualité sociale pendant près d'1 an, en 2023, qui était cette question de l'âge butoir. On en viendra peut-être tout à l'heure au sondage, mais manifestement, c'est quelque chose qui ne passe toujours pas dans l'opinion publique. Donc, c'est pas ce que dit François Bayrou. Il dit qu'il faut arriver à l'équilibre financier en 2030. C'est pas tout à fait la même chose. Si on y arrive en touchant à l'âge légal, pourquoi pas, mais... ça, il y en a d'autres qui ont déjà bordé le terrain là-dessus. Enfin, le patronat qui a dit qu'il n'était pas question d'eux, la ministre du Travail qui a dit qu'effectivement, l'avenir, c'était plutôt de travailler plus longtemps. Donc... Bon, manifestement, après, il y a du jeu tactique, on peut ruser avec... quand on sent que quelque chose est vraiment difficile, mais bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses et son contraire dans cette affaire, et aujourd'hui... je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui attende grand-chose. Même s'il feigne aujourd'hui, la CFDT, par exemple, joue le jeu, c'est normal. Il faut jouer le jeu de la négociation. Après, c'est un débat qui permet de passer le temps. On espère que ça va aller un peu au-delà de ça. Mais en tout cas, j'entends votre pessimiste, Richard Verly. Je reviens quand même sur cette lettre de mission. Et enfin, c'est pas complètement absurde de dire aux partenaires sociaux trouver l'équilibre quand on parle d'un système de retraite, quoi. C'est pas absurde, sauf que la lettre de cadrage, elle avait normalement été adressée 1 semaine plus tôt par la Cour des comptes. C'est ce qu'avait dit François Bayrou. Il avait dit que ce serait ça, en quelque sorte, la lettre de cadrage, le rapport de la Cour des comptes, d'ailleurs, qui s'est avéré moins alarmiste que les chiffres donnés par François Bayrou lui-même lors de sa déclaration de politique générale. Oui, parce qu'il intégrait les retraites des fonctionnaires dans son calcul. Donc, moi, je trouve que quand même, ça trahit une chose.
et qui est caractéristique de la France en matière de négociation sociale, c'est le manque de confiance dans les partenaires sociaux. Fondamentalement, l'État, représenté par le Premier ministre, ne fait pas confiance aux partenaires sociaux. Il a peur, François Bayrou, qu'à un moment donné, pour des raisons diverses, les choses s'emballent dans un sens qui serait défavorable à la fois pour l'équilibre financier, mais défavorable pour lui politiquement. Et donc, il cadre à la dernière minute. Avouez que si vous êtes autour de la table, si vous êtes un syndicat, c'est quand même assez vexant. Non seulement vous avez le cadrage de la Cour des comptes, tout le monde l'avait accepté, personne n'avait bronché, et vous avez un deuxième cadrage du Premier ministre juste avant de commencer, ça fait quand même un peu maître d'école. On peut aussi dire que c'est être un peu plus ambitieux, mais j'entends vos arguments aux uns et aux autres. C'est surtout que les règles du jeu ont changé. François Bayrou avait donné son accord pour que soit revue la réforme Borne, qui est tant décriée par la population, avec des conditions que ça n'alourdisse pas la facture. Mais il disait, si vous trouvez un moyen de rendre cette réforme plus juste, c'était son expression, et de trouver des voies de progrès, il était d'accord. Alors on sait que si on joue sur la réforme de retour à l'équilibre, Mathieu, dans sa déclaration de politique générale. Pas tant que ça. C'était la déclaration, elle était sur la réforme Borne. Et là, il leur dit... c'était à la condition de ne pas alourdir les équilibres financiers. C'était pas retour à l'équilibre. Là, il leur dit, en fait, il y a un trou. Parce que la réforme Borne, elle n'a pas fait l'effet produit, elle n'a pas fait le job. Donc il manque 7 milliards. Donc avant déjà de détricoter la réforme Borne, vous avez intérêt à me trouver les 7 milliards. Donc ça rajoute une charge supplémentaire. Et alors, est-ce que c'est le boulot des partenaires sociaux? Parce qu'il est en train de leur refiler le bébé d'une réforme avec des efforts à faire pour ne pas les avoir à l'endosser. Et en plus, les politiques s'en mêlent alors qu'ils avaient promis de ne pas s'en mêler. Donc c'est normal que les syndicats se sentent quand même un peu gros gens comme devant. Je vous redonne la parole tout de suite, Laure, mais la CFDT laisse quand même, malgré effectivement ce changement des règles du jeu, la porte ouverte, la chance aux négociations. On écoute le secrétaire général adjoint, Yann Ricordo. Il y a eu beaucoup de manifestants qui se sont opposés à la réforme de 2023 et aujourd'hui, l'heure est arrivée à trouver des réponses, des solutions. Et les solutions, elles sont sociales. Et donc la CFDT, elle attend fortement un bouger sur l'âge, elle attend des mesures meilleures sur la pénibilité et elle veut un renforcement du droit à la retraite pour les femmes. Donc c'est toute l'ambition que porte la CFDT. En même temps, on est aussi en responsabilité dans cette période et il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui répondent à un cadre financier que tout le monde connaît depuis le rapport de la Cour des comptes. Le Premier ministre a fixé un objectif de retour à l'équilibre en 2030. Pour la CFDT, ce n'est pas un gros mot de parler de retour à l'équilibre dans un système de retraite. La répartition, ça fonctionne bien parce que c'est en équilibre. Pour la CFDT, ce n'est pas un gros mot de parler de retour à l'équilibre dans un système de retraite. Et pour les Français, c'est évidemment trop tôt pour répondre à cette question, mais quelle perception ils peuvent avoir d'une séquence comme celle d'aujourd'hui, d'après vous? Je pense que justement... D'un jeu de dupes, peut-être? Alors, certainement, mais c'est un peu caricatural surtout. Vous voyez, je pense que les Français se disent... Avec Emmanuel Macron, on avait laissé tomber les corps intermédiaires. Effectivement, Emmanuel Macron, quand il est arrivé, il a dit bon, de toute façon, moi, je suis comme les Français, je considère que les syndicats, les corps intermédiaires ne servent à rien. Et là, c'était vraiment, au contraire, l'opportunité pour eux de dire en fait, si on compte, et on arrive aussi peut-être à trouver des solutions différemment. Les hommes politiques, les partis politiques n'ont pas réussi, nous, on va peut-être y arriver. Et là, en fait, on retombe dans le cliché du syndicat, effectivement, qui claque la porte dès le premier jour, parce que, OK, il y a eu cette... C'est même dès le premier quart d'heure. Dès le premier quart d'heure, voilà. Il aurait pu attendre peut-être au moins une semaine en disant bon, définitivement, c'est un jeu de dupes, donc je ne veux pas y participer. Mais au bout de 10 minutes, c'est compliqué, je trouve. Et je pense effectivement que c'était pas forcément quelque chose de bien joué du point de vue de l'opinion. Parce que l'opinion, qu'est-ce qu'ils demandent, les Français, qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? C'est justement qu'on essaie de trouver des compromis, c'est justement de faire un petit peu différemment. Et là, c'était l'opportunité, je trouve, de le montrer. Est-ce que c'est la CFDT qui détient forcément la clé d'une discussion, d'une négociation comme celle-là, Jean-Marie Pernaut? On dit souvent ça, c'est peut-être un cliché un peu dépassé. C'est-à-dire que ça dépend des conditions qui sont mises, parce que vous avez entendu Yvan Ricordo, il dit clairement que si la borne d'âge de 64 ans n'est pas modifiée, la CFDT ne jouera pas le jeu. À part ça, ils discuteront sur les 3 thèmes qu'il a évoqués, qui sont des thèmes historiquement portés par la CFDT, de même d'ailleurs que son opposition au rallongement de l'âge légal. La CFDT a toujours été hostile à ça, elle a accepté d'autres réformes, elle en a poussé certaines, mais elle a toujours refusé l'âge légal comme variable d'ajustement. Non, je crois que dans cette affaire, il y a évidemment que pour les syndicats, la question de l'équilibre financier, et
il serait irresponsable qu'il en soit autrement, puisque c'est le principe même de viabilité d'un système par répartition. Et en plus, il a cet avantage énorme, le système par répartition, c'est d'offrir les paramètres et des leviers d'action pour déterminer cet équilibre financier. Toute la question, elle va être sur quels paramètres on joue. Parce que, sachant que les syndicats font un préalable sur la question des 64 ans. Bon. Mais en dehors de ça, il y a des tas d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer et qui sont déjà un peu fermés d'entrée de jeu. Par exemple, le montant des cotisations. Par exemple, le retour aux critères de pénibilité. Par exemple, une campagne pour l'augmentation des salaires des femmes, ou retrouver un peu d'équilibre dans et tout ça leur apparaît totalement fermé. C'est-à-dire que d'un côté, on voit bien ce qui est dit par le patronat, toucher au salaire, etc. Il y a des tas de ressources qui permettraient, par exemple, l'épargne salariale qui n'est pas soumise à cotisation, les heures supplémentaires qui ne sont pas soumises à cotisation pour la retraite. Toutes ces politiques de salaire qui ont été poussées par les pouvoirs publics depuis des années, c'est de tout ça dont il faudrait aussi discuter, parce que c'est autant de ressources possibles. Il n'y a pas une mesure qui va résoudre le problème. Quand vous écoutez certains grands patrons, il y a déjà trop de charges sur les entreprises pour qu'elles puissent augmenter les salaires. Hein, oui, mais de même, il n'y a pas une seule mesure qui plombe le système. La question de la durée de l'âge légal, on a vu d'ailleurs que le report à 64 ans, et là, on n'est pas encore aux 64 ans, et ça ne produit pas les effets escomptés. Il faut trouver d'autres paramètres. Et c'est cette discussion-là qui semble fermée. La question du travail, parce que la pénibilité, ça coûte à l'assurance maladie, ça coûte ailleurs. Donc il y a tout un tas de leviers disponibles à jouer, et on a l'impression que le débat, là, on va amuser les gens pendant quelques semaines sur un conclave, drôle de nom pour une... Qui a d'ailleurs été rejeté par les syndicats. La référence vaticanesque n'était pas forcément appréciée par les syndicats. Est-ce qu'on peut sortir du jeu de rôle, Richard Verly? Parce que c'est un peu l'impression qu'on a là, après une demi-journée de discussion. Ça me semble un peu compliqué, d'autant plus que... alors je parle sous votre contrôle, mais François Bayrou, il a déjà gagné politiquement. Ce conclave, il avait pour but de décrocher le Parti socialiste de la France insoumise, donc de le rapprocher du gouvernement et d'éviter la motion de censure. C'est chose faite. Le Parti socialiste ne votera pas prochainement une motion de censure. À partir de ce moment-là, la motivation de François Bayrou, c'est-à-dire du gouvernement, à jouer le jeu de cette réunion, elle est quand même beaucoup moins importante. Donc ça, c'est là où je dis qu'il y a manque de confiance. Parce qu'il était parti sur une base, et Mathieu l'a très bien dit, sur une base un peu préclaire. Et là, on voit qu'il en a moins besoin, François Bayrou, de ce conclave. Et par ailleurs, il y a la pression financière, ça ne vous a pas échappé. Il y a besoin d'argent pour d'autres choses que les retraites. Et donc, eh bien, il serre la vis jusqu'au moment où les syndicats vont dire « Désolé, on n'est pas là pour ça ». Et donc, ça pose la question principale de notre débat. Est-ce qu'il fallait rouvrir ce dossier des retraites? Je vous propose d'abord d'entendre le secrétaire confédéral de la CGT qui veut, et il le rappelle, et il y a une vraie cohérence depuis longtemps là-dessus, l'abrogation de la réforme Borne. Il s'agit bien évidemment d'obtenir l'abrogation de la réforme 2023 qui continue d'être totalement impopulaire. Contrairement à ce que dit Patrick Martin, je ne crois pas que les Français se soient résignés à accepter cette réforme, qu'il y ait un matraquage de notre part de ministres qui nous assènent que l'équilibre financier, les régies, que les dépenses en France, que les comptes publics soient en danger, c'est ce qui nécessiterait qu'on ne touche pas à la réforme. Nous pensons que la très grande majorité des Français continuent de réclamer l'abrogation de cette réforme, et ce que nous allons défendre bien évidemment. Alors il y a là deux points de vue, résigner ou toujours remonter contre la réforme, les Français. Les deux à la fois. Un peu les deux à la fois. Alors, pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont résignés depuis longtemps sur le fait, effectivement, quand même, que la situation n'est pas favorable, que le système financier ne pourra pas perdurer. Et c'est quelque chose qui progresse dans l'opinion. C'est un sentiment qui progresse. Aujourd'hui, vous avez à peu près 62% des Français qui disent que le système actuel ne pourra pas continuer à fonctionner comme ça. Donc, c'est quand même une large majorité. Il n'y a pas de leurre. Le problème, c'est que c'est sur les solutions. Sur les solutions, alors là, les Français sont un peu paumés. Déjà parce que c'est très technique. Dès qu'on leur parle de capitalisation, retraite à points, y compris même répartition, en fait, c'est pas si clair. Ce qu'ils gardent en tête, les Français, c'est l'idée de solidarité. Entre les actifs, les inactifs. Et ça, ils y sont très, très attachés. Ce qu'ils vont
également retenir, c'est effectivement l'intergénérationnalité. Et là, c'est un principe fondateur. En revanche, sur la façon dont on va pouvoir régler le problème, je pense que les Français, quand même, ça fait plus de 20 ans qu'ils en entendent parler de cette réforme des retraites. Et à chaque réforme des retraites, ils nous disent de toute façon, ce ne sera pas la dernière, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas cette réforme qui permettra de résoudre le problème. Donc, je pense que les Français sont un petit peu perturbés aussi par les discours que peuvent tenir justement certains syndicats, certains partis politiques. Ils disent il y a d'autres solutions, c'est pas si catastrophique que ça. Et puis, ils gardent en tête aussi le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que quand on veut vraiment de l'argent, on en trouve. Donc, est-ce que le quoi qu'il en coûte n'est pas encore un peu en c'est de la croissance à crédit qu'on a depuis des années. Absolument, mais vous voyez, il y a une question quand même de confiance. Il y a un moment où il faudra rembourser. Ne l'oublions pas. Est-ce qu'ils sont résignés ou lucides, les Français, Jean-Marie Pernaut? Ça dépend de l'appréciation que vous portez sur la vie. Enfin, bon, je pense qu'il y a une campagne quand même d'intimidation. Si on veut... Je ne suis pas particulièrement complotiste, mais je n'ai pas le sentiment que les chiffres qui sont lancés comme ça le soient en pure perte. On veut inquiéter les gens sur le régime, sur l'avenir de ce système solidaire et de répartition. Parce qu'en fait, on annonce 6,6 milliards de déficit si on ne fait rien. D'abord, évidemment qu'on ne va pas ne rien faire, mais en plus, c'est 1,5% de la masse des retraites qui ont été versées en 2023, 389 milliards. Bon. Alors, 1,6 milliard dans un pays comme la France, ça se trouve, quoi. Enfin, on peut jouer quand même sur... Donc je pense on essaie d'inquiéter les gens, justement, parce que vous avez raison, le noyau dur, c'est le sentiment de solidarité intergénérationnelle. Et ça, tant qu'on n'arrivera pas à forcer la main sur ce truc-là, on aura des difficultés à rentrer le système en capitalisation. Mais avec d'autres pays, on va en parler de la capitalisation, parce que je trouve ça intéressant, mais avec d'autres pays d'Europe qui, alors c'est peut-être juste l'âge légal et pas l'âge réel, etc., mais d'autres pays d'Europe qui ont un âge légal qui est repoussé plus loin que le nôtre. Oui, mais là aussi, quand on parle de lucidité, les Français, ils le voient. Oui, mais les conditions de sortie avant, vous savez très bien que l'âge réel de départ n'est pas le même. Donc après, il faut regarder dans l'économie des systèmes qui peuvent être différents. Mais en réalité, alors le système français, on est ceux dont l'âge légal est le plus bas. 65 ans, on commence pas à être dans les plus bas, mais surtout, on a aussi une forte décote, un système de décote qui n'existe pas dans les autres systèmes. Donc, ceci compensant cela. Donc, c'est très difficile de faire des comparaisons internationales. Mais en tout cas, le système, c'est cette dramatisation autour du système. Bayrou qui annonce 55 milliards, etc. Tout ça n'est pas fait tout à fait par hasard. Je pense qu'on veut semer l'inquiétude, on veut en fait déployer cette croyance qu'il y a d'autres solutions que le système aurait pas. Enfin, 55 milliards, c'est les retraites des fonctionnaires et elles pèsent quand même sur le budget de l'État. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a quand même ce chiffre de quelques 400 milliards qu'on consacre au paiement des retraites. Oui, voilà. Tout le monde est d'accord. C'est autant d'argent qu'on ne met pas ailleurs. On peut se dire c'est très bien pour les retraites actuelles. On investit dans la vieillesse et on n'investit pas dans la recherche, on n'investit pas dans l'éducation à la hauteur de ces montants-là. Ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, je suis dubitatif sur l'attachement des gens au système de solidarité quand je vois se dessiner quand même des choses qu'on ne voyait pas se dessiner avant. Des jeunes qui n'ont plus du tout confiance dans le système et qui disent de toute façon ça va nous péter la tronche parce que le truc n'est pas financé, donc on n'aura pas de retraite. Je vois un débat qui n'est jamais posé mais qui se pose. Quelle participation demande-t-on aux retraités et notamment à ceux qui sont jugés aisés parce qu'ils ont un niveau de vie supérieur à celui des actifs? Il y a quand même une bonne portion des retraités, ne serait-ce que parce qu'ils sont propriétaires de leur logement, qui ont un niveau de vie supérieur, ils n'ont jamais été mis à contribution. Et là, pour la première fois, et à chaque fois et chaque année, on indexe, enfin pas chaque année, mais très souvent, on indexe pour que leur retraite progresse. Est-ce que, alors qu'ils ont un taux de CSG qui est réduit, alors qu'ils ont un abattement de 10% pour frais professionnels sur leur feuille d'impôt quand ils en payent, bref, ce débat-là, il est en train de monter et je pense que ça montre bien que cette fameuse solidarité intergénérationnelle, elle est en tout cas questionnée. Est-ce que tout le monde doit participer à l'effort? Parce qu'il faut rappeler l'énorme défaut de la réforme Borne, au-delà du fait qu'elle sanctionnait des gens qui avaient commencé à travailler tôt par rapport à des gens qui étaient entrés tard dans la vie active et mieux payés, c'est qu'elle ne jouait que sur ce critère d'âge et non pas sur les cotisations des entreprises, il n'y avait rien, et non pas sur le niveau des pensions, il n'y avait rien non plus. Et voilà, ça reposait sur les seules épaules des salariés. Richard, vous avez commencé à répondre à la question tout à l'heure sur la stratégie politique de François Bayrou, on est tous d'accord, c'était s'acheter quelques mois de tranquillité relative mais à Matignon, mais est-ce qu'il a ouvert la boîte de Pandore ?
Parce que, bon voilà, on n'y est pas, mais il y a quand même certains diront un risque, d'autres une chance de revenir en arrière. Mais c'est-à-dire, tout va dépendre de ce que les partenaires sociaux, même vexés, énervés par cette lettre de cadrage, vont faire de ce conclave. Ouais. S'ils prennent, finalement, s'ils s'occupent de ce que vient d'énumérer Mathieu, c'est-à-dire de tous les problèmes de cette réforme Borne, et qu'ils essayent d'y trouver des solutions, in fine, on pourra dire que ça a été utile. Il faut quand même laisser cette chance. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, alors, pour le coup, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai peut-être pas la même réponse. Je pense qu'il y a une volonté de rendre ce débat anxiogène, mais parce qu'il est problématique. Il y a un vrai problème de financement des retraites. Donc certes, on fait peur aux gens, mais on fait peur aux gens, à mes yeux, pour d'assez bonnes raisons, si on regarde ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Est-ce qu'il y a la volonté, disons, de la droite et du centre d'ouvrir le débat sur la capitalisation, un système plus hybride, où les retraités de demain, à la fois toucheraient ce qu'on suit son appelle le premier et le deuxième pilier. Le premier pilier, c'est la répartition. Le deuxième pilier, c'est la capitalisation. Oui, je pense qu'une bonne partie de la classe politique en France souhaite ça. Donc le problème, c'est que ce n'est pas avoué. C'est toujours gênant quand on veut des objectifs qu'on ne met pas sur la table. Alors justement, on va continuer d'en parler, de la capitalisation, mais d'abord je me tourne vers vous, Mathieu, parce que ça rejoint l'un des objectifs, ou en tout cas l'une des portes ouvertes par le MEDEF. Quel rôle veut jouer le patronat dans ces discussions sur les retraites? Franchement, ils s'en seraient bien passés au départ. Les patrons, ils avaient passé leur temps aux abonnés absents pendant les débats sur la réforme Borne, officiellement pour ne pas rajouter aux crispations, officieusement parce qu'il n'y avait que des coups à prendre. Emmanuel Macron leur a d'ailleurs reproché récemment en disant je vous ai parfois pas assez entendu ces 7 dernières années quand on menait des réformes comme celle des retraites. C'est trop facile, disait le président, d'être planqué dans son bureau et de dire c'est bien le travail, mais on ne le dit pas trop fort. Alors cette fois-ci, il se retrouve en première ligne avec les syndicats, avec une mission non écrite que leur a confiée le gouvernement, c'est résister à une supposée surenchère syndicale et à tout ce qui pourrait alourdir la facture pour les finances publiques et par ricochet les finances des employeurs et des entreprises. Le patronat a-t-il un bon espoir d'aboutir? Mince, très très mince même. Aujourd'hui, dans Le Monde, Patrick Martin, le président du MEDEF, le dit de façon assez cash, je suis pessimiste sur l'issue des discussions. Alors le patron des patrons n'est pas fermé aux négociations, notamment sur les carrières longues. Il a même fait des propositions iconoclastes, comme une mise à contribution précisément des retraités, afin que les efforts pour équilibrer les régimes ne reposent pas sur les seuls employeurs et sur les seuls salariés. Mais il se méfie de deux choses. D'abord, des demandes syndicales, notamment il est très opposé à cet abaissement de l'âge légal de départ, alors qu'il considère, lui, que la borne d'âge à 64 ans est la mesure la plus efficace en termes de rendement financier et la plus vertueuse à ses yeux pour augmenter le taux d'emploi des seniors et donc d'une certaine façon la croissance en général. Et sa seconde préoccupation, c'est surtout de savoir ce qui se passera si une fumée blanche venait à sortir de ce fameux conclave. Qu'est-ce qui se passera après? Autrement dit, voilà, que ferait le gouvernement et surtout le Parlement? En cas d'accord, nous entrerions en terra incognita, dit Patrick Martin dans Le Monde, avec des initiatives parlementaires susceptibles de remettre en cause le compromis auquel seraient parvenus les partenaires sociaux. Il y a donc des aléas énorme. Alors en fait, le patronat, il pourra toutefois faire preuve il peut pas non plus faire preuve de trop de mauvaise volonté, car il est conscient que c'est aussi l'image du paritarisme qui se joue, et on le rappelait tout à l'heure, après 7 ans de mandat d'Emmanuel Macron, où les corps intermédiaires ont été plutôt piétinés, il faut quand même pouvoir relever le gant. Au fond, si on devait résumer le défi du MEDEF, ou en tout cas le défi qui attend le MEDEF au tournant, ce serait, en une question, ce serait jusqu'où ne pas aller trop loin pour le patron des patrons. Alors, merci Mathieu. Sur la capitalisation, Jean-Marie Pernaut, tous les syndicats n'y sont pas opposés. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Peut-être rappeler en quelques mots comment ça fonctionne. C'est quoi? C'est les salariés qui peuvent cotiser, mettre de l'argent de côté pour augmenter leur retraite. Oui. Je dis ça avec des mots volontairement simplificateurs. Bon, mais enfin, en gros, la philosophie, c'est de laisser en dehors de ce système public qui est géré en répartition, d'ouvrir une fenêtre sur la possibilité de capitaliser pendant sa vie active sur des fonds qui sont placés sur les marchés financiers et qui sont censés rapporter le complément de retraite une fois les gens arrivés à l'âge de la retraite. C'est vrai que la France est assez fermée à ce genre de dispositif. Il y a quelques exemples dans le monde qui sont assez dissuasifs, il faut bien le dire. La crise de 2008 a montré que le système de fonds de pension généralisé qu'il y avait aux États-Unis présentait quand même des risques financiers énormes. Et bon, il y a une tradition aussi qui
préfèrent, il y a suffisamment de leviers pour jouer sur la répartition. Mais surtout, les syndicats ne sont pas tous d'accord. La CFDT ouvre la porte quand même. On n'a rien vu de tel. Leurs propositions sont pour l'instant entièrement axées sur le système en répartition. Alors, ça existe en France, il ne faut pas se raconter d'histoire. Depuis 2002, depuis qu'on a inventé les fonds même pour l'épargne salariale. L'idée, c'était d'utiliser l'épargne salariale pour des fonds de placement à long terme dédiés à la retraite. Bon, ça a une certaine limite, mais surtout, ça règle pas deux problèmes. Le premier, c'est celui des inégalités. Notre système est profondément inégalitaire. Mathieu Croissant-Deux a donné quelques exemples. Effectivement, c'est un système très inégalitaire entre les hommes et les femmes, entre les bas salaires, entre ceux qui ont des métiers difficiles et ceux qui travaillent dans les bureaux ou des métiers comme le mien, où on peut travailler très au-delà des 65 ans sans problème, et d'autres où, dans le bâtiment, c'est un peu difficile d'aller même jusqu'à 60. Bon. Donc on a un système très inégalitaire. Les fonds de pension, la capitalisation renforcent cette inégalité parce que les seuls qui peuvent rentrer dans le système, c'est ceux qui ont une capacité financière. Mais surtout, ça ne résout pas un problème qui est fondamental, qui est le problème de la démographie. Pourquoi on dépense tant d'argent pour la retraite? Parce que dans nos sociétés, il y a les taux de natalité reculent, régressent, et on a une espérance de vie qui s'éloigne beaucoup. Et en plus, l'espérance de vie en bonne santé, elle, ne s'accroît pas. Ce qui veut dire que les dépenses qui vont être liées au vieillissement de la population sont énormes. C'est une bombe qu'on a sous les pieds. C'est pas seulement le problème de la retraite, c'est un problème du vieillissement général de la population. Et ça, la question de la capitalisation ne règle absolument rien. Bon. Alors, peut-être en partie, on va continuer à en parler, vous pouvez, parce que Richard Verly, déjà, on peut expliquer, vous l'avez dit tout à l'heure, que ça existe en Suisse. Alors, la Suisse, ça existe en Allemagne également, ça existe en Allemagne. Hybride en Allemagne, tout à fait. Et je crois en France, ça existe aussi en partie pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont un système d'épargne retraite. Pourquoi pas l'élargir au privé, quoi. C'est-à-dire, j'avoue que je ne comprends pas tellement l'argument sur les inégalités. Qu'il y ait des inégalités salariales, c'est évident. Il y a des métiers qui sont moins payés que d'autres, et par définition, les métiers moins rémunérateurs apporteront moins de retraite. Mais la capitalisation n'est pas responsable de ça. C'est-à-dire que dès lors que le fonds, appelons-le fonds de pension, dans le cas de la Suisse, ça ne s'appelle pas fonds de pension, mais on les appelle caisses de pension. Dès lors que votre caisse de pension gère bien ses actifs et qu'elle ne les surexpose pas à des valeurs spéculatives comme ça a été le cas aux États-Unis, eh bien l'ouvrier du bâtiment, à la fin de sa carrière, va avoir un pécule qu'il touchera soit sous forme de capital, soit sous forme de rente, qui correspondra à la rémunération qui était la sienne au fil de sa carrière. Alors, est-ce que c'est inégalitaire? Mais la société est inégalitaire, ça me paraît être une évidence. Donc, moi, je crois que le débat sur la capitalisation, au stade où on est aujourd'hui, il est assez logique qu'il intervienne. Encore une fois, ce qui est regrettable en France, c'est qu'il n'est pas mis sur la table de manière calme, sereine, chiffrée. On le met sur la table, je dirais, par la porte de derrière, ce qui est la pire des choses, parce qu'on braque tout le monde. C'est un débat qui est extrêmement idéologique. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a deux écueils qu'il faut éviter. C'est d'abord l'idée de croire qu'on pourrait remplacer le système par répartition par un système capitalisation. Ce n'est pas faisable en tant que tel. Raconter l'inverse, aujourd'hui on ne peut pas switcher. D'où l'intérêt de système hybride. L'autre écueil à éviter, c'est d'imaginer que ce système peut se mettre en place et sauver les retraites aujourd'hui. Parce que la capitalisation n'a un intérêt que si vous capitalisez pendant longtemps. On sait qu'à long terme, les marchés financiers ont plutôt tendance à progresser, mais à court terme, même à moyen terme, et de toute façon, ne serait-ce que vu le peu d'économie que vous pouvez y mettre si vous êtes à 10 ans de la retraite ou à 15 ans de la retraite, ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est plutôt intéressant pour des gens qui commenceraient à rentrer dans la vie active. Ça ne peut être envisagé que sous l'hypothèse d'un complément, et on l'a bien dit, parce que le système par répartition actuel, vu qu'il est mal financé, il y a une chose qui se passe mécaniquement, c'est que le taux de remplacement, la différence entre votre dernier salaire et votre retraite, elle baisse. Donc si ça continue, ça va continuer à baisser. Est-ce qu'on joue sur les paramètres? Évidemment, il n'y a pas de consensus social pour jouer sur les paramètres. Donc est-ce qu'on met en place cette espèce de système complémentaire, comme il existe des retraites complémentaires, comme il existe des plans d'épargne retraite, comme il existe l'après-fonds et d'autres choses dans le public? Oui, c'est possible, mais ça peut passer pas une logique substitutive. Ça, c'était un débat des années 90. Juste peut-être un exemple. Juste un exemple pour peut-être dédiaboliser ou dépassionner ce débat sur la capitalisation. Je prends l'exemple que je connais, qui est l'exemple dessus. Je vais même prendre mon exemple personnel. Eh bien, notre caisse de pension nous permet, à un moment donné, par exemple, de débloquer une partie de notre épargne retraite pour un achat immobilier.
Ça a été mon cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc pris dans mon épargne retraite pour financer un achat immobilier, j'ai donc moins eu à emprunter. Il y a quand même pas mal de gens qui seraient intéressés par ça. Oui, ils ont le plan C'est des choses qu'on peut dire. Oui, mais non, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des vertus à un système hybride, à condition qu'il soit hybride et à condition qu'il n'investisse pas sur les fonds spéculatifs. Je reprends la main parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et qu'il y a évidemment, il n'y a pas eu que Force ouvrière qui a claqué la porte. Il y a eu des discussions et une première session suivie par Jonathan Dupriez et Fabien Recker. Quel était le menu du jour, Jonathan ? Oui, Thomas, c'est 3 heures de réunion finalement pour se mettre d'accord sur les 3 prochains mois. Les participants ont d'abord fait un point sur le rapport de la Cour des comptes, en présence d'ailleurs de la Cour des comptes qui a fixé le cadre global de ces négociations et donne un déficit du système des retraites à 6,6 milliards dès 2030. Ils ont aussi établi un programme de travail pour les prochaines semaines, se sont mis d'accord sur cette architecture de négociations et ces réunions ultérieures qui auront lieu ici tous les jeudis après-midi. Si on parle du fond, autour de la table, qui veut quoi ? Alors, qui veut quoi ? Sans surprise, les syndicats veulent revenir sur le report de l'âge légal à 64 ans principalement. Et ça, c'est la priorité des priorités, notamment pour la CGT, qui plaide même depuis des années pour un retour à la retraite à 60 ans, tout simplement. Écoutez. Nous avons participé à cette première réunion avec un objectif très clair, obtenir l'abrogation de la réforme 2023, le retour à 62 ans, la suppression de l'accélération de la réforme Touraine, dans la visée notamment de notre perspective de retraite à 60 ans que nous défendons toujours bec et ongle. Et autour de la table, la CGT pourra compter sur un allié de circonstance, les réformistes de la CFDT qui font du retour à 62 ans la base des discussions, même si la CFDT, il est vrai, pourrait accepter un bouger à 63 ans. Cela promet en tout cas, Thomas, d'âpres batailles, notamment avec le patronat qui ne veut pas entendre parler du report de l'âge légal à 64 ans. Le MEDEF veut à minima que l'âge légal reste à 64 ans et ne s'interdit pas de vouloir le pousser même un petit peu plus loin. La principale organisation patronale juge que revenir sur l'âge légal aurait en tout cas des conséquences financières très lourdes. Écoutez le MEDEF. Dans la liste des thématiques qu'on va aborder, il y aura l'âge. La mesure d'âge est une mesure qui a beaucoup d'impact. Ça n'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est le rapport de la Cour des comptes. Et que toucher à ces éléments-là, eh bien, ça veut dire regarder tous les éléments qui nous permettront d'avoir cet équilibre en 2030. Et Thomas, bien sûr, il y aura d'autres sujets au menu. Mieux prendre en compte la pénibilité du travail. C'est l'un des points les plus consensuels, sans doute, ou encore la réduction des inégalités femmes-hommes et même l'emploi des seniors. Et alors, si on se résume, et je vous laisserai le mot de la conclusion, Jonathan, il n'y a pas beaucoup d'illusions autour du résultat de ces 3 mois de négociation ? Non, c'est sûr, on pourrait même dire de la résignation. Peut-être, on sentait aussi beaucoup de mesures dans les prises de parole des différents syndicats et même du patronat à la sortie. Peut-être de la prudence, nous verrons bien en tout cas dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, globalement, on peut se dire que tous saluent le fait d'avoir été invités par le Premier ministre à se remettre autour de la table. Ils sont désormais au centre du jeu. À voir si effectivement des marges de négociation sont possibles. Rendez-vous donc, Thomas, jeudi prochain, même endroit, même heure, avec au menu des discussions cette fois, les mesures d'âge. Merci beaucoup, Jonathan Dupriez, avec Fabien Recker, avenue de Ségur à Paris, au Conseil d'orientation sur les retraites. C'est quand même aussi une étape importante pour François Bayrou, Laure Salvin. Est-ce que les Français ont le sentiment qu'il ou que son gouvernement s'est vraiment mis au travail ? Parce qu'il y a eu tellement de discussions, de négociations très politiques, pas de grandes réformes, etc., etc. Oui, et puis l'affaire Betaram aussi qui prend des proportions effectivement très, très importantes. Alors justement, on a posé la question pour le journal L'Hémicycle. Vous avez effectivement que 58% des Français qui aujourd'hui considèrent que le gouvernement Bayrou n'est pas au travail, en fait, ne se préoccupe pas des dossiers urgents. Et d'ailleurs, les retraites, pour les Français en tout cas, ne faisaient pas partie des dossiers urgents. Les dossiers urgents, ça reste le pouvoir d'achat, ça reste la sécurité. Donc c'est effectivement assez paradoxal, et y compris pour les Français. C'est-à-dire qu'ils sont assez étonnés, finalement, qu'on s'occupe de sujets qui ne concernent pas tout à fait leur priorité.
Sur les retraites, je pense qu'il y a aussi une question de fierté. Quand on demande aux Français, en tout cas quand on demandait il y a encore quelques mois aux Français ce qui les rendait fiers de la France et d'être français, le système de protection sociale, il arrivait en première position. C'est vraiment ce qui faisait aussi la fierté. Alors après, il y avait la gastronomie, les paysages, le luxe, etc., l'artisanat. Mais voilà, le système de protection française. Et aujourd'hui, ils ont le sentiment que ce système de protection française, en fait, il est en train de se déliter petit à petit. Et donc, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de projet de remplacement, en fait. Il n'y a pas de projet bis qui est proposé aux Français. On parle beaucoup de la retraite et donc des différents ajustements qu'on pourrait faire. Il n'y a absolument pas, pour le moment, de débat ou de négociation sur ce que représente le travail aujourd'hui en France. Le travail des seniors, le travail en termes de pénibilité, etc. Alors, c'est vrai que ça avait été une valeur qui avait été préemptée par Nicolas Sarkozy, la valeur travail. Mais effectivement, aujourd'hui, quelle est la place du travail dans la vie des Français ? C'est vrai que la retraite est un idéal et est un horizon encore pour une grande partie positif pour une grande partie de la population. Mais est-ce que finalement on ne pourrait pas aussi, pendant ce conclave, essayer de discuter sur comment améliorer les conditions de travail pour qu'effectivement ce ne soit pas un rejet absolu de travailler jusqu'à 63 ou 64 ans. Oui, notamment sur la pénibilité, Jean-Marie Pernaut. Est-ce qu'il y a là un espace de convergence possible entre le patronat et les syndicats ? Est-ce que dans la liste des différents thèmes qu'on a pu aborder, la pénibilité, il n'y avait pas une reconnaissance du patronat qu'effectivement la réforme Borne était bancale là-dessus ? Oui, ce n'était pas tant la réforme Borne que le changement qu'a apporté Emmanuel Macron en 2017. En changeant les règles. Parce qu'il y avait déjà eu une négociation patronat-syndicat après la réforme de 2003 sur les retraites. En 2008, ils s'étaient accordés sur... Enfin, c'était une liste qui avait été convenue dans l'accord de 2003, enfin dans la réforme de 2003. Il y avait une liste de mémoire, une dizaine de critères de pénibilité qui étaient pris en compte et qui ont servi effectivement à des départs dits anticipés à la retraite par rapport à l'âge légal. Mais ces critères-là ont été amoindris en 2017 de manière totalement unilatérale, sans aucune concertation avec ni les syndicats ni le patronat, en tout cas pas ouverte, qui a réduit de 10 à 6. Il y a 4 critères importants, porte de charges lourdes, etc., qui ont disparu. Alors, donc ça, il pourrait être remis dans la discussion. Enfin, bon, oui, effectivement, sur le jugement de valeur. Mais bon, là-dessus, effectivement, je pense parce qu'il y a des secteurs du patronat qui sont ouverts à ça. Je me souviens, là, on avait dit à un gars du bâtiment, vous, 62, 64 ans, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Du patronat de ce secteur-là, disant, nous, ça ne change rien, parce que de toute façon, à 58 ans, ils sont déjà plus dans les entreprises, dans ceux-là, dans nos secteurs. Donc, c'est vrai que là, il y a vraiment à faire. Il y a peut-être la possibilité d'avancer là-dessus. Oui. Mais c'est sûr que si on ne touche pas à ce butoir des 64 ans, du côté des syndicats, ça ne suivra pas. Ça sera compliqué. Alors, il y a la question de avec ou sans illusion sur l'issue de ces 3 mois de négociations. Je vous propose d'entendre quand même le son de cloche de la vice-présidente de la CFE-CGC, Christelle Thieffine. On va trouver des terrains d'entente, je suis persuadée. Bon, il y aura forcément des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord. On verra à la fin. Mais en tout cas, il y a beaucoup de confiance parce que la première chose, c'est qu'on se connaît. On a l'habitude de négocier entre nous. Donc ça, c'est la caractéristique des partenaires sociaux. Et même si c'est parfois tranché, c'est argumenté de chaque côté. Et il y a une grande écoute. Et je pense que c'est assez serein et ça devrait continuer dans ce sens. Bon, voilà, objectif d'être assez équilibré, pas entendre que les sons de cloche les plus pessimistes. On peut rappeler que patronat et syndicats gèrent les régimes de retraite complémentaires, gèrent ARCO. Et que ça marche très bien. Et qu'ils y parviennent. Et que c'est excédentaire, accessoirement. Est-ce qu'il y a aussi, Richard Verly, vis-à-vis de nos partenaires européens, alors on ne va pas mettre trop de pression aux partenaires sociaux non plus, mais l'idée de démentir l'idée d'une France bloquée? Je crois que c'était le cas au moment de la réforme Borne. Emmanuel Macron avait évidemment dans le viseur les agences de notation financière et la pression sur la dette française et sur la capacité de la France à se réformer. Franchement, aujourd'hui, le curseur a bougé en Europe. C'est plus là-dessus que la France est jugée. Les questions de défense, les questions de souveraineté européenne, les questions d'autonomie, disons les questions géopolitiques sont au premier plan. Donc je crois que, bien évidemment, les blocages français sont toujours regardés avec soit stupéfaction, soit intérêt
par nos partenaires. Regardez par exemple les Italiens, je ne parle pas des Allemands. Oui. Les Italiens ont fait une réforme très douloureuse sur les retraites. Ils sont passés à 67 ans. Et moi, mes confrères correspondants italiens en France, souvent disent, mais attendez, nous, Italiens, avec la réputation qu'on a, on a fait beaucoup plus que les Français. Donc ça reste effectivement, le blocage français reste un thème, mais aujourd'hui, la crédibilité de la France en Europe, elle est sur d'autres domaines. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Richard Verly, je rappelle le titre de votre livre, Le bal des illusions, qui est donc publié aux éditions Grasset, coécrit avec François d'Alençon.